La marque de la bête existe déjà. Seul le nom a changé Apocalypse, la série. En 2025, plus de 5 milliards de personnes sur la planète portent dans leur poche un dispositif capable de suivre chaque pas, chaque achat, chaque conversation. Personne n'a obligé quiconque à l'accepter. Il n'y a pas eu de décret. Il n'y a pas eu d'imposition militaire. Les gens l'ont simplement adopté, avec enthousiasme. Imaginez maintenant qu'il y a près de 2000 ans, un homme exilé sur une île au milieu de la mer Égée a décrit exactement ce scénario. Il ne l'a pas appelé technologie, il l'a appelé marque. Et ce qu'il a vu dans cette vision effraie encore ceux qui lisent le chapitre 13 de l'Apocalypse. Son nom était Jean. Ce n'était pas n'importe quel visionnaire. C'était le dernier des 12 disciples originaux de Jésus encore en vie. Un homme qui a marché aux côtés du Messie, qui a entendu sa voix de première main, qui était présent à la crucifixion quand tous les autres s'étaient enfuis. À cette époque, Jean avait environ 90 ans. L'empereur Domitien, qui a gouverné Rome entre les années 81 et 96 après Jésus-Christ, l'avait exilé sur l'île de Patmos, un morceau de roche volcanique dans la mer Égée de moins de 35 km² de superficie. Plus petite que de nombreux quartiers d'une grande ville. Un lieu d'isolement forcé, réservé aux prisonniers politiques et religieux que Rome voulait faire taire. Mais Rome a commis une erreur de calcul. Elle pensait que l'isolement ferait taire l'apôtre. Ce qui s'est passé fut l'opposé. Sur cette île, loin de tout et de tous, Jean a reçu la révélation la plus détaillée sur l'avenir de l'humanité jamais enregistrée dans un texte sacré. Le livre de l'Apocalypse, du grec apocalypsis, qui signifie simplement révélation ou dévoilement, contient 22 chapitres, 404 versets et environ 12 000 mots dans le texte original grec. Chacun d'eux est chargé d'images, de symboles et d'avertissements qui ont traversé près de 20 siècles et continuent de résonner aujourd'hui avec une précision qui trouble même les plus sceptiques. Et de tous les chapitres de ce livre extraordinaire, aucun n'a généré plus de débat, plus de peur et plus de fascination que le chapitre 13. C'est là qu'apparaît la bête, c'est là qu'apparaît le nombre, et c'est là qu'apparaît la marque. Pensez à ce que Jean a vu. Apocalypse 13, versets 16 et 17, dit ceci. « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ces paroles ont été écrites à une époque où le commerce se faisait avec des pièces de bronze et d'argent, à une époque où la plus grande technologie de suivi disponible était un sceau de cire sur un document. À une époque où l'idée de contrôler chaque transaction de chaque personne vivante sur la planète était aussi absurde que de dire que les hommes voleraient dans les cieux. Mais observez attentivement ce que le texte décrit. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une invitation. Le verset dit « Elle faisait que tous, sans exception, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, personne n'y échapperait. » Et le mécanisme de contrôle n'était pas militaire. Ce n'était pas de la violence directe, c'était économique, afin que personne ne pût acheter ni vendre. Le pouvoir de la marque ne vient pas des épées, il vient de l'accès. Soit vous acceptez, soit vous restez en dehors du système, sans nourriture, sans toit, sans médicaments, sans existence économique, exclusion totale. Pendant des siècles, théologiens et érudits se sont creusés la tête pour essayer de comprendre comment il serait possible de mettre en œuvre un tel système. Un mécanisme qui atteindrait littéralement chaque personne dans le monde, qui contrôlerait chaque transaction commerciale, qui pourrait être appliqué sur la main ou sur le front, qui serait universel. Jusqu'à il y a 100 ans, c'était techniquement impossible. Jusqu'à il y a 50 ans, c'était improbable. Jusqu'à il y a 20 ans, c'était difficile. Aujourd'hui, non seulement c'est possible, mais c'est déjà en cours de test. Dans certains endroits, cela fonctionne déjà. Commençons par le système nerveux de tout, l'argent, car si la marque de la bête consiste à contrôler qui achète et qui vend, la première étape logique est de contrôler le moyen d'échange lui-même.
Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Cela peut sembler être un nom technique inoffensif. Mais mesurez ce que cela représente en pratique. Une MNBC est une monnaie émise et contrôlée directement par le gouvernement d'un pays, mais qui n'existe qu'au format numérique. Ce n'est pas comme un virement bancaire ordinaire où la banque est l'intermédiaire. C'est la Banque centrale elle-même, l'autorité monétaire suprême, qui émet, suit et, si nécessaire, bloque chaque unité de monnaie en circulation. Chaque centime a un code. Chaque transaction a un enregistrement. Chaque personne a un profil complet de dépenses visible par l'État. Cela semble être de la fiction. La Chine l'a déjà mis en œuvre. Le yuan numérique, officiellement appelé ECNUI, a commencé à être testé en 2020 dans 4 villes. En 2024, il était déjà présent dans plus de 26 provinces et régions, avec plus de 260 millions de portefeuilles numériques actifs. Le volume des transactions a dépassé la barre des 7 billions de yuans, l'équivalent de plus de 980 milliards de dollars. À Shenzhen, une ville de plus de 17 millions d'habitants, les fonctionnaires reçoivent déjà une partie de leur salaire en yuan numérique. À Suzhou, les subventions de transport sont payées exclusivement dans cette monnaie. L'argent papier n'a pas été interdit, pas encore, mais l'infrastructure pour le remplacer complètement existe déjà. Et il n'y a pas que la Chine. La Banque centrale européenne développe l'euro numérique, avec un lancement prévu entre 2025 et 2026. Le projet a déjà passé la phase d'investigation et est entré dans la phase de préparation en octobre 2023. Au Brésil, le Drex, la version brésilienne de la monnaie numérique, est en phase avancée de test, avec plus de 16 institutions financières participant au pilote coordonné par la Banque centrale. Le Nigeria a lancé l'ENAERA en 2021, devenant le premier pays africain à avoir une MNBC opérationnelle. L'Inde a testé la roupie numérique avec plus de 5 millions de transactions au cours des premiers mois. Au total, selon l'Atlantic Council, plus de 130 pays, représentant 98% du PIB mondial, recherchent, développent ou ont déjà mis en œuvre une forme de monnaie numérique étatique. 130 pays. Mais voici le détail qui change tout. Contrairement à l'argent papier, une MNBC peut être programmée. Cela signifie que le gouvernement peut définir des règles automatiques sur comment, où et quand vous dépensez votre argent. Il peut déterminer que certaines sommes ne soient dépensées qu'en nourriture. Il peut bloquer l'achat de certains produits. Il peut établir des dates de validité pour l'argent. Si vous ne le dépensez pas avant un certain délai, il disparaît. Il peut limiter la zone géographique où l'argent fonctionne. Et, naturellement, il peut couper l'accès de n'importe qui au système d'une seule commande. Ce n'est pas une théorie du complot. Agustin Carstens, lui-même, directeur général de la Banque des règlements internationaux, la soi-disant Banque des banques centrales, a déclaré publiquement en 2021 que la différence fondamentale entre une MNBC et l'argent physique est que la Banque centrale aurait un contrôle absolu sur les règles et règlements qui déterminent l'utilisation de cette monnaie, en plus d'avoir la technologie pour imposer cela. Ce sont les paroles de l'homme qui coordonne la politique monétaire mondiale, pas celle d'un théoricien du complot. Maintenant, relisez Apocalypse 13, verset 17, afin que personne ne pût acheter ni vendre. Pouvez-vous voir la structure? Le mécanisme décrit par Jean il y a près de 2000 ans n'avait pas besoin de chaînes, ni de garde à chaque coin de rue. Il avait besoin d'un système où l'accès économique pourrait être activé ou désactivé par une autorité centrale. Exactement, comme fonctionne une MNBC. Mais l'argent numérique seul ne suffit pas. Pour que le contrôle soit total, le système doit savoir qui est chaque personne. Il a besoin d'une identité unique, universelle, vérifiable et de préférence biométrique. Et c'est ici qu'entre le deuxième pilier de ce qui pourrait bien être le squelette de la marque, l'identité numérique. Pensez à l'échelle de ce qui a déjà été fait.
L'Inde a créé le plus grand système d'identification biométrique au monde. Il s'appelle Aadhaar. Chaque citoyen reçoit un numéro à 12 chiffres lié à ses empreintes digitales, au scan de l'iris et à une photographie faciale. En 2024, l'Aadhaar couvrait plus d'1,380 milliard de personnes, environ 94% de la population indienne. Ce numéro est utilisé pour tout. Ouvrir un compte bancaire, recevoir des prestations gouvernementales, acheter une carte SIM, accéder aux services de santé. Sans Aadhaar, le citoyen indien est, à toute fin pratique, invisible pour l'État. Mais comment cela fonctionne-t-il au quotidien? Une personne qui veut acheter une carte SIM en Inde doit authentifier son Aadhaar. Celui qui veut ouvrir un compte dans une banque doit le lier à la Aadhaar. Celui qui reçoit une subvention gouvernementale, nourriture, gaz de cuisine, bourse d'études, a besoin de l'Aadhaar pour que le dépôt soit effectué. Le système a authentifié plus de 100 milliards de transactions depuis son lancement. 100 milliards. C'est comme si chaque personne sur Terre avait utilisé le système 12 fois. 1,380 milliard d'identités. Une base de données. L'Inde n'est pas seule. L'Union européenne a approuvé le règlement eIDAS 2.0 en 2024, qui oblige les 27 pays membres à offrir un portefeuille d'identité numérique aux citoyens d'ici 2026. Ce portefeuille stockera les documents d'identité, le permis de conduire, les diplômes, les ordonnances médicales et les données bancaires, le tout dans une seule application sur le téléphone. L'Estonie exploite déjà un système d'identité numérique depuis 2002, utilisé par 99% de la population pour voter, payer des impôts et signer des contrats. Singapour, l'Australie, le Canada et des dizaines d'autres pays sont à des stades avancés de mise en œuvre. Mais peut-être que le projet le plus révélateur est l'idée 2020, une alliance mondiale lancée en 2016 avec l'objectif déclaré de fournir une identité numérique à chaque personne sur la planète. Parmi ses fondateurs et partenaires figurent Microsoft, Accenture, la Fondation Rockefeller et l'organisation Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Le manifeste de l'idée 2020 affirme que l'identité numérique est un droit humain fondamental et que l'objectif est de garantir que chacune des environ 8 milliards de personnes sur Terre ait une identité vérifiable et portable. Cela semble noble, mais considérez ce que cela signifie en pratique. Un système où chaque être humain est catalogué, enregistré et traçable dans une base de données mondiale. Mais a-t-il déjà existé un temps dans l'histoire où un système d'identification universel a été utilisé pour séparer ceux qui avaient des droits de ceux qui n'en avaient pas? A-t-il déjà existé un moment où un nombre, une marque, un enregistrement sur le corps d'une personne a déterminé si elle pouvait vivre normalement ou serait exclue de tout? Si l'argent numérique est le sang du système et l'identité numérique est le squelette, alors le crédit social est le cerveau. C'est lui qui décide qui mérite de participer et qui doit être puni. Et l'exemple le plus avancé et le plus effrayant de cela se trouve, une fois de plus, en Chine. Le système de crédit social chinois a commencé officiellement en 2014, lorsque le Conseil d'État a publié un document intitulé « Planification pour la construction d'un système de crédit social ». L'objectif déclaré était de construire une culture de sincérité et de punir la rupture de confiance. En pratique, cela fonctionne. Ainsi, chaque citoyen et chaque entreprise reçoit un score basé sur son comportement. Payer ses factures à temps augmente votre score. Faire des dons à des œuvres caritatives l'augmente. Bien s'occuper de ses parents âgés l'augmente. Mais traverser la rue en dehors des clous le diminue. Jeter des déchets par terre le diminue. Publier des critiques contre le gouvernement sur les réseaux sociaux le diminue. Fréquenter des personnes qui ont un score bas, oui, l'association par proximité, le diminue également. Et quelles sont les conséquences d'un score bas? Elles sont dévastatrices. Jusqu'en 2023, le
Système avait déjà empêché plus de 35 millions d'achats de billets d'avion et plus de 6 millions d'achats de billets de train à grande vitesse. Des personnes avec un score bas ont été empêchées d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Elles ont été exclues de certains emplois publics. Elles ont vu leur vitesse Internet réduite. Elles ont été empêchées de louer des biens immobiliers dans certaines zones. Dans certains districts, le visage des débiteurs malhonnêtes est affiché sur des écrans géants publics dans les rues. Une version numérique du pilori médiéval. 35 millions de vols refusés. Et la structure technique derrière tout cela est monumentale. La Chine possède plus de 626 millions de caméras de surveillance installées, le plus grand système de surveillance de la planète. Cela équivaut à environ une caméra pour 2 habitants. Beaucoup de ces caméras sont équipées de reconnaissance faciale, alimentées par une intelligence artificielle, capable d'identifier une personne dans une base de données de plus d'1 milliard de visages en moins de 3 secondes. 3 secondes, le temps qu'il vous faut pour cligner des yeux 2 fois. Dans cet intervalle, le système sait déjà qui vous êtes, où vous êtes, et peut croiser cette information avec votre historique de crédit social, vos dossiers financiers, votre dossier médical et vos publications sur les réseaux sociaux. Et ne pensez pas que cela restera limité à la Chine. En 2024, la ville de Bologne, en Italie, a annoncé un projet pilote appelé « Carte de la citoyenneté vertueuse ». Un système de points qui récompense les citoyens qui trient correctement leurs déchets, utilisent les transports publics et réduisent leur consommation d'énergie. Des villes en Allemagne, en Autriche et au Canada testent des programmes similaires. Aux États-Unis, les assureurs ajustent déjà les prix en fonction des données de comportement collectées par des applications et des dispositifs portables. Le score de crédit financier, le fameux score, fonctionne déjà depuis des décennies comme une version primitive du crédit social. Un nombre qui décide si vous méritez un prêt, une location ou une carte de crédit. Ce que la Chine a fait, c'est simplement étendre ce concept à chaque domaine de la vie humaine. Et le reste du monde suit le chemin, mais avec des noms différents et des emballages plus acceptables. Maintenant, rappelez-vous ce que l'Apocalypse dit sur la localisation de la marque, sur la main droite ou sur le front, pas dans le portefeuille, pas dans la poche, sur le corps. Et c'est ici que le récit fait un bond qui soulève le cœur. En 2015, l'entreprise suédoise Biohax International a commencé à implanter des puces sous-cutanées chez des employés d'entreprises en Suède. La puce, de la taille d'un grain de riz, environ 12 mm de long et 2 mm de diamètre, est insérée dans la membrane entre le pouce et l'index de la main. Après la procédure, qui dure environ 10 secondes et coûte en moyenne 100 €, la personne peut ouvrir des portes, se connecter à des ordinateurs, payer son café à la cantine et accéder au transport public. Tout cela d'un geste de la main. Sans portefeuille, sans clé, sans téléphone. En Suède, plus de 6000 personnes ont déjà implanté ces puces volontairement. La compagnie ferroviaire d'État SJ permet aux passagers munis d'un implant d'embarquer dans les trains sans billets. La puce est lue par un scanner au poignet et le trajet est débité automatiquement du compte lié. Des centres de coworking à Stockholm utilisent la puce comme clé d'accès. Des salles de sport l'acceptent comme carte de membre. Des hôpitaux testent son utilisation pour stocker des données médicales d'urgence accessibles par les professionnels de santé. Et la technologie évolue à une vitesse alarmante. Neuralink, l'entreprise fondée par Elon Musk, a implanté sa première puce cérébrale chez un être humain en janvier 2024. Le dispositif, appelé N1, possède 1024 électrodes, des fils plus fins qu'un cheveu humain, insérés directement dans le cortex cérébral. L'objectif déclaré est de traiter la paralysie et les maladies neurologiques. Mais l'entreprise elle-même a déjà affirmé qu'à l'avenir, l'interface permettra une communication directe entre le cerveau humain et les ordinateurs, smartphones et systèmes numériques. Sur le front, ou plus précisément, à l'intérieur de celui-ci, à l'intérieur du cerveau.
En 2024, l'entreprise suisse-américaine Disruptive Subdermals a présenté le premier implant sous-cutané avec fonctionnalité de paiement approuvée pour un usage commercial en Europe. La puce permet des transactions sans contact utilisant le protocole NFC, la même technologie que la carte par approche. L'utilisateur approche sa main d'un terminal de paiement et l'achat est effectué, sans limite d'utilisation, sans batterie à recharger. La puce, elle fonctionne indéfiniment, car elle est alimentée par l'énergie électromagnétique du terminal de paiement lui-même au moment de la transaction. Maintenant, reliez les points. Une monnaie numérique contrôlée par le gouvernement sur le compte. Une puce dans la main qui permet de payer par approche. Une identité numérique liée à la puce. Un score de crédit social qui détermine si la transaction sera approuvée ou refusée. Chaque pièce existe, chaque pièce fonctionne. Elles n'ont simplement pas encore été connectées en un seul système. Le mot-clé est « encore ». Mais tout cela est-il une coïncidence? Est-ce seulement un progrès naturel? Ou existe-t-il un modèle plus ancien suivi, un scénario qui a déjà été écrit avant que l'une de ces technologies n'existe? Pour répondre à cela, nous devons reculer. Beaucoup. Nous devons revenir au début, car la marque de la bête n'apparaît pas de nulle part au chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle est le point culminant d'un modèle que la Bible documente depuis les premiers chapitres de la Genèse. Le premier enregistrement biblique d'un système centralisé de pouvoir humain tentant de remplacer la souveraineté de Dieu est la tour de Babel, décrite dans la Genèse 11. Le texte dit que les habitants de la terre, parlant tous une seule langue, décidèrent de construire une ville et une tour dont le sommet atteindrait les cieux, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Observez les trois couches, centralisation géographique, unification linguistique et un projet collectif dont la motivation était l'autosuffisance humaine. Le résultat fut l'intervention directe de Dieu qui confondit les langues et dispersa les peuples. Le message était clair, la centralisation totale sous contrôle humain n'est pas seulement de l'ambition, c'est de la rébellion. Le modèle se répète dans l'Exode, lorsque le pharaon d'Égypte a construit un système où un peuple entier, les Hébreux, estimés à plus de 600 000 hommes adultes en comptant leurs familles, étaient forcés de travailler, de produire et de vivre sous le contrôle absolu d'un gouvernant qui se déclarait divin. Les Hébreux ne pouvaient ni acheter ni vendre librement. Ils ne pouvaient pas se déplacer sans permission. Ils ne pouvaient pas adorer leur Dieu. Et la seule forme d'identification qu'ils avaient était la marque de l'esclavage, le travail forcé imprimé sur leur corps et dans leur histoire. Avancez jusqu'au livre de Daniel, et le modèle devient encore plus net. Au chapitre 2, Nabuchodonosor rêve d'une statue géante, faite de 4 métaux différents, or, argent, bronze et fer, représentant 4 empires qui domineraient le monde successivement. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Chaque empire était plus grand, plus vaste et plus contrôleur que le précédent. Chacun exigeait une forme d'adoration ou de soumission au pouvoir central. Nabuchodonosor a érigé une statue d'or de 27 mètres de haut et a ordonné que tous se prosternent devant elle. Celui qui refuserait serait jeté dans une fournaise ardente, selon Daniel 3. Darius, des Mèdes et des Perses, a émis un décret interdisant les prières à tout dieu ou homme autre que lui-même pendant 30 jours. Celui qui désobéirait serait jeté dans la fosse aux lions, selon Daniel 6. Percevez-vous le modèle? Chaque système de pouvoir impose 3 choses, centralisation économique, identification obligatoire et adoration du système ou du leader. La marque de la bête décrite dans l'Apocalypse n'est pas une invention nouvelle. C'est la culmination finale, la version parfaitement technologique de quelque chose qui a déjà été tenté à plusieurs reprises tout au long de l'histoire. Babel a essayé avec des briques, l'Égypte a essayé avec des fouets, Babylone a essayé avec une statue, Rome a essayé avec des décrets impériaux, le système final, décrit par Jean, essaiera avec des algorithmes, même modèle,
outils différents. Et pour que le système fonctionne à l'échelle mondiale, il a besoin d'yeux partout. C'est ici qu'entre le cinquième pilier, et peut-être le plus troublant de tous, la surveillance par intelligence artificielle. Considérez les chiffres. En 2024, il y avait environ 1 milliard de caméras de surveillance installées dans le monde. 1 milliard. Si elles étaient des personnes, elles formeraient le 3e pays le plus peuplé de la Terre, derrière seulement l'Inde et la Chine. Parmi elles, plus de 626 millions sont en Chine, environ 120 millions aux États-Unis et des chiffres croissants en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Le cabinet de conseil IHS Markit a estimé que d'ici 2029, le nombre mondial dépassera les 2 milliards. Mais les caméras seules ne font pas de surveillance intelligente. Ce qui transforme une caméra en un instrument de contrôle, c'est l'intelligence artificielle derrière elle. Des systèmes de reconnaissance faciale, comme ceux développés par les entreprises chinoises, McVie, SenseTime et Hikvision, peuvent traiter plus de 300 millions de visages par seconde. Clearview AI, une entreprise américaine, a construit une base de données de plus de 40 milliards d'images faciales extraites des réseaux sociaux, des sites d'information et des registres publics, l'équivalent d'environ 5 photos de chaque personne vivante sur Terre. Toute agence de police ayant accès au système peut photographier un visage et, en quelques secondes, recevoir le nom, l'adresse et l'historique de cette personne. En Chine, le système est encore plus profond. Le programme Sharp Eyes, lancé en 2015, intègre les caméras publiques, les caméras de circulation et les caméras des établissements commerciaux dans un réseau unique surveillé par intelligence artificielle. Dans des villes comme Chongqing, qui compte 32 millions d'habitants, plus que de nombreux pays entiers, le système identifie automatiquement les infractions au code de la route, reconnaît les fugitifs, détecte les comportements jugés suspects et envoie des alertes en temps réel aux autorités. Au Xinjiang, région où la minorité musulmane ouïghour subit une surveillance massive, des caméras avec reconnaissance faciale sont positionnées tous les 100 mètres dans certaines zones urbaines. Les résidents sont obligés d'installer des applications de surveillance sur leur téléphone. Des points de contrôle biométriques où les empreintes digitales, l'iris et les données faciales sont collectées, existent dans les stations-service, les centres commerciaux et les mosquées. Et ici surgit une question que peu de gens posent. Si tout cet appareil de surveillance existe déjà pour surveiller le comportement et imposer des conséquences, qu'est-ce qui empêche son intégration avec un système de paiement numérique et une identité biométrique? Techniquement, absolument rien. Mais nous n'avons pas besoin d'imaginer ce que serait la convergence de tous ces systèmes. Nous avons déjà eu une répétition générale, et elle a un nom, le passeport sanitaire. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé le monde en 2020, les gouvernements ont mis en œuvre en un temps record ce que des années de débats sur la confidentialité numérique n'avaient jamais permis. Des documents numériques obligatoires qui déterminaient si une personne pouvait ou non accéder aux services de base. En France, le pass sanitaire était exigé pour entrer dans les restaurants, les cinémas, les trains de longue distance et même les hôpitaux pour les visites non urgentes. En Italie, le Green Pass était obligatoire pour travailler. Sans lui, le travailleur était suspendu sans salaire. En Israël, le Green Passport définissait qui pouvait fréquenter les salles de sport, les hôtels et les événements culturels. En Australie, des États comme Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud ont mis en œuvre des applications de check-in numérique qui suivaient la localisation de chaque citoyen en temps réel, liée au statut de vaccination. Les chiffres révèlent l'échelle. Dans l'Union européenne, plus de 590 millions de certificats numériques ont été émis en moins de 12 mois. Au Brésil, l'application Connect SUS a été téléchargée plus de 140 millions de fois. En Chine, le code de santé, celui-là même utilisé pour empêcher les déposants de protester au Henan, a été consulté plus de 9 milliards de fois en une seule année.
9 milliards de vérifications. Dans un pays d'1,4 d'habitants, cela signifiait que chaque personne était vérifiée, en moyenne, plus de 6 fois par jour. Qu'arrivait-il à ceux qui n'avaient pas le pass? Ils ne pouvaient pas entrer dans les supermarchés dans certaines juridictions. Ils ne pouvaient pas prendre les transports publics. Ils ne pouvaient pas travailler. Ils ne pouvaient pas voyager. Dans certains cas, ils ne pouvaient même pas accéder aux services de santé, ce qui serait ironique si ce n'était pas tragique. Des personnes ont été licenciées. Des familles ont été séparées aux frontières. Des personnes âgées dans des maisons de retraite ont été empêchées de recevoir des visites de leurs enfants et petits-enfants. Le pass numérique a divisé des sociétés entières en 2 catégories, les conformistes et les exclus. Et remarquez un détail crucial. Tout cela a été mis en œuvre en quelques semaines. Pas des mois, pas des années, des semaines. L'infrastructure existait déjà. La technologie était déjà prête. Il a suffi d'une crise, réelle ou perçue, pour que l'interrupteur soit activé. Et quand la crise est passée, l'infrastructure n'a pas été démantelée. Dans de nombreux pays, les applications ont été adaptées pour devenir des cartes d'identité numériques permanentes. Le passeport sanitaire était le test bêta. Le produit final est encore en préparation. Et qui coordonne ce produit final? Pour comprendre cela, il faut regarder les organisations qui opèrent au-dessus des gouvernements nationaux. Le Forum économique mondial, basé à Davos, en Suisse, a publié en 2020 ce qu'il a appelé la grande réinitialisation, en anglais The Great Reset. Le document propose une restructuration complète des systèmes économiques, sociaux et technologiques mondiaux. Parmi les propositions centrales, monnaie numérique, identité numérique universelle, suivi des émissions de carbone individuelles et ce qu'ils appellent le capitalisme des parties prenantes. Un modèle où les entreprises et les gouvernements agissent de manière intégrée pour façonner le comportement social. Klaus Schwab lui-même, fondateur du Forum, a écrit dans son livre et publié en 2020 que la pandémie représentait une fenêtre d'opportunité pour remodeler le monde. Ce ne sont pas les paroles d'un théoricien marginal, ce sont celles d'un homme qui réunit chaque année les dirigeants des plus grands gouvernements, banques et corporations de la planète. Plus de 3000 dirigeants de 130 pays ont participé à la rencontre de Davos en 2024. Et l'ordre du jour incluait exactement les thèmes que nous avons décrits, monnaie numérique, identité numérique, intelligence artificielle et gouvernance mondiale. Il ne s'agit donc pas d'une conspiration cachée dans l'ombre. Il s'agit d'un agenda déclaré publiquement, financé par des milliards de dollars, soutenu par les plus grandes institutions du monde et mis en œuvre étape par étape sous nos yeux. La différence entre une conspiration et un agenda est simple. La conspiration est secrète. L'agenda a un site web, un rapport annuel et une conférence de presse. Il existe encore une couche que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Les objets qui nous entourent nous surveillent également. Ce qu'on appelle l'Internet des objets, IoT en anglais, a connecté plus de 16 milliards de dispositifs à Internet en 2024. Ce sont des réfrigérateurs qui surveillent ce que vous mangez, des montres qui enregistrent vos battements cardiaques, vos cycles de sommeil et votre niveau de stress, des assistants vocaux qui écoutent les conversations à l'intérieur de la maison, des télévisions qui suivent ce que vous regardez, des voitures qui enregistrent chaque trajet avec une précision de quelques centimètres via GPS, des aspirateurs robots qui cartographient le plan de votre maison et envoient ces données à des serveurs dans le cloud. Amazon, par exemple, a enregistré plus de 8 milliards d'interactions avec Alexa uniquement en 2023. Chaque question posée, chaque commande donnée, chaque chanson jouée, tout est stocké. Ring, également propriété d'Amazon, exploite plus de 20 millions de caméras de sécurité domestique aux États-Unis, créant un réseau de surveillance privée auquel les départements de police ont déjà accédé plus de 3400 fois en une seule année sans mandat judiciaire.
Google enregistre la localisation de plus de 2 milliards d'appareils Android toutes les quelques minutes. Facebook, aujourd'hui Meta, collecte en moyenne plus de 52 000 points de données par utilisateur. 52 000 points de données. Sur vous. Chacun de ces systèmes individuellement semble inoffensif. Un réfrigérateur intelligent et pratique, une montre qui surveille la santé est utile. Un assistant vocal qui allume les lumières de la maison est confortable. Mais quand toutes ces données convergent vers un profil unique lié à une identité numérique et à un compte d'argent programmable, le résultat est quelque chose qu'aucun dictateur dans l'histoire n'a jamais eu à sa disposition. La connaissance totale et le contrôle absolu sur la vie de chaque individu. Mais tout cela semble encore abstrait, n'est-ce pas? Alors parlons de ce qui arrive à des personnes réelles lorsque ce type de système est activé contre elles. Car le coût humain est déjà mesurable. Il a déjà des visages, il a déjà des noms. En Chine, la journaliste Liu Hu, qui enquêtait sur des cas de corruption, a été inscrite sur la liste noire du système de crédit social en 2017. Elle n'a pas été arrêtée, elle n'a pas été agressée, elle a simplement été classée comme malhonnête. Du jour au lendemain, elle ne pouvait plus acheter de billets d'avion, elle ne pouvait plus obtenir de billets de train, elle ne pouvait plus réserver d'hôtel. Ses comptes sur les réseaux sociaux, qui comptaient plus de 2 millions d'abonnés, ont été réduits au silence par les algorithmes. Elle n'a pas été exécutée, elle a été effacée. Effacée. Dans la province du Henan, en 2022, des déposants de 4 banques rurales qui exigeaient l'accès à leur propre argent gelé ont découvert que leur code de santé, l'application utilisée pour le contrôle du Covid, était mystérieusement devenu rouge. Le code rouge signifiait une quarantaine obligatoire. Ces personnes n'étaient pas malades. Elles n'avaient pas été exposées au virus. Le code a été modifié pour les empêcher de se rendre aux banques et de protester. Le système de santé a été délibérément manipulé comme outil de contrôle financier et politique. Au Canada, en février 2022, lors des manifestations des camionneurs contre les mesures sanitaires, le Premier ministre Justin Trudeau a invoqué la loi sur les mesures d'urgence pour la première fois dans l'histoire du pays. Les comptes bancaires des manifestants ont été gelés sans ordonnance judiciaire. Des donateurs qui avaient contribué pour des montants aussi faibles que 50 $ canadiens ont vu leurs comptes identifiés et bloqués. Les plateformes de financement participatif ont été obligées de remettre les données des donateurs au gouvernement. Des personnes qui n'étaient pas à la manifestation, mais qui avaient fait un don en ligne des semaines auparavant, se sont réveillées sans accès à leur propre argent. Au Nigeria, lorsque le gouvernement a lancé l'ENAERA et a simultanément restreint l'utilisation de l'argent physique au début de 2023, limitant les retraits aux guichets automatiques à seulement 200 000 naira par semaine, l'équivalent d'environ 260 $, le résultat fut le chaos. Des files d'attente de plusieurs heures dans les banques. Des personnes âgées sans téléphone portable qui ne pouvaient pas accéder à leurs ressources. Des petits commerçants dans les zones rurales sans infrastructure numérique qui se sont retrouvés paralysés. Il y a eu des manifestations violentes à Lagos, Abuja et Port Harcourt. Ce qui était présenté comme une modernisation financière s'est révélé, pour des millions de Nigérians, être une exclusion forcée. Et pensez à ce que cela signifie pour des communautés entières qui vivent hors de portée du numérique. Selon la Banque mondiale, en 2024, environ 1,4 milliard d'adultes dans le monde n'avaient toujours pas de compte bancaire. En Afrique subsaharienne, seulement 49% de la population adulte possède une forme de compte financier formel. En Asie du Sud-Est, la proportion est de 65%. Cela signifie que des centaines de millions de personnes, les plus pauvres, les plus vulnérables, celles qui vivent dans des villages sans électricité constante, seraient les premières à être exclues d'un système totalement numérique. Les petits, que Jean mentionne dans Apocalypse 13, ceux qui n'ont pas de voix, pas de pouvoir et pas de lobby. Ce sont eux qui ressentent en premier le poids d'un système
qui exige une participation totale ou rien. Observez comment la structure de l'exclusion est parfaite. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de camp de concentration, il n'y a pas de soldats dans les rues. Il y a seulement une application qui ne fonctionne pas, une transaction qui est refusée, une porte qui ne s'ouvre pas, une vie qui, du point de vue du système, cesse simplement d'exister. C'est la tyrannie la plus propre jamais conçue. Et c'est exactement ce que Jean a décrit. Ces cas ne sont pas hypothétiques, ils sont documentés, ils sont récents. Et ils révèlent une vérité que l'Apocalypse 13 décrit avec une précision chirurgicale. Le pouvoir de la marque n'est pas de causer une douleur physique. Il est de couper l'existence sociale et économique d'une personne, sans violence visible, sans sang, juste un clic. Mais il existe une dimension de la prophétie qui est souvent oubliée dans l'analyse technologique. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. La marque de la bête n'est pas seulement un mécanisme économique. Apocalypse 13, verset 15, dit que la seconde bête eut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Le mot-clé est adoration. Tout au long de la Bible, le conflit central n'a jamais porté sur la technologie, l'argent ou le pouvoir politique. Il a porté sur l'adoration, qui ou quoi l'être humain choisit de placer au centre de sa vie. Le péché originel dans la Genèse 3 n'était pas de manger un fruit, c'était d'accepter la promesse que l'homme pourrait être comme Dieu, autosuffisant, indépendant, maître de son propre destin. La tour de Babel n'était pas une question d'architecture, c'était l'humanité déclarant qu'elle n'avait pas besoin de Dieu. Les plaies d'Égypte n'étaient pas une question de météorologie, c'était Dieu démontrant que chaque divinité égyptienne était fausse, que le pharaon n'était pas Dieu, et que lui seul était souverain. La marque de la bête opère selon la même logique. Accepter la marque n'est pas seulement une décision pratique de survie économique. L'Apocalypse indique clairement que c'est un acte d'adoration du système et du leader qui le contrôle. C'est pourquoi l'Apocalypse 14, versets 9 à 11, décrit des conséquences si sévères pour ceux qui l'acceptent, parce qu'il ne s'agit pas d'un code-barre sur le poignet, il s'agit d'une déclaration spirituelle de loyauté, un choix de qui vous servez. Et c'est ici que la question la plus inconfortable doit être posée. Dans une société où vous ne pouvez pas acheter de nourriture, payer votre loyer, accéder à la santé ou éduquer vos enfants sans participer à un système numérique contrôlé par l'État, qu'arrive-t-il à celui qui refuse? Qu'arrive-t-il à celui qui dit non? Car l'Apocalypse ne parle pas seulement d'une marque, elle parle aussi d'un sceau, et la différence entre les deux est capitale. Apocalypse 7, versets 3 et 4, décrit des anges marquant du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël sur le front. Apocalypse 9, verset 4, montre que les sauterelles du jugement ont reçu l'ordre de ne pas nuire à ceux qui avaient le sceau de Dieu sur le front. Et Apocalypse 14, verset 1, présente l'agneau, Jésus, sur la montagne de Sion, avec les 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Observez le parallèle. La bête marque sur la main et sur le front. Dieu scelle sur le front. La marque de la bête donne accès au système du monde. Le sceau de Dieu donne accès au royaume éternel. La marque est imposée par pression économique et sociale. Le sceau est reçu par un choix volontaire de foi. L'une est visible pour les systèmes humains, l'autre est visible pour le ciel. La Bible présente deux systèmes fonctionnant simultanément, deux royaumes coexistants, deux sceaux rivalisant pour la loyauté humaine. Et chaque personne, à un moment donné, devra choisir lequel elle accepte. C'est la structure centrale de l'Apocalypse, non pas un film d'horreur, mais un choix. Ce qui rend ce moment de l'histoire différent de tout autre est la vitesse à laquelle toutes ces pièces convergent. Nous ne parlons pas d'une technologie isolée. Nous parlons d'un écosystème complet qui s'assemble sous nos yeux. En 2004, Facebook avait 1 million d'utilisateurs. En 2024, Meta comptait plus de 3,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur ses plateformes combinées.
En 2 décennies, une seule entreprise est passée de zéro à la couverture de près de la moitié de l'humanité. Le smartphone, lancé sous sa forme moderne en 2007 avec le premier iPhone, a atteint 5,6 milliards d'utilisateurs en 2024, plus de 69% de la population mondiale. L'intelligence artificielle générative, qui était un concept académique en 2020, a compté plus de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois après le lancement de ChatGPT en novembre 2022. L'adoption la plus rapide de toute technologie dans l'histoire humaine. Chacune de ces plateformes est, en pratique, une infrastructure de collecte de données et de contrôle comportemental. Et toutes s'intègrent. L'identité numérique se connecte à l'argent numérique. L'argent numérique se connecte au crédit social. Le crédit social se connecte à la surveillance par caméra. La surveillance se connecte à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se connecte aux dispositifs sur votre corps et dans votre maison. C'est comme assembler un puzzle dont chaque pièce a été fabriquée par une entreprise ou un gouvernement différent, mais où toutes s'emboîtent parfaitement. Combien de temps avant que quelqu'un ne connecte toutes les pièces? Combien de temps avant qu'un gouvernement ou une alliance de gouvernements ne décide que l'efficacité exige un système unifié? Combien de temps avant que l'option de ne pas participer cesse simplement d'exister? Peut-être moins que nous ne l'imaginons. C'est à ce point que de nombreux récits sur la marque de la bête s'arrêtent. Dans la peur, dans l'anxiété, dans la sensation que le cercle se referme et qu'il n'y a pas d'issue. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Et celui qui s'arrête là ne lit que la moitié du livre. L'Apocalypse n'est pas le livre de la fin du monde. C'est le livre de la victoire de l'agneau. Le même chapitre 13 qui décrit le pouvoir de la bête est suivi par le chapitre 14 qui s'ouvre sur Jésus debout sur la montagne de Sion, entouré de ceux qui ont refusé la marque. Apocalypse 15 montre ceux qui avaient vaincu la bête, chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Le même cantique de libération que les Israélites ont chanté après avoir traversé la mer Rouge. Apocalypse 19 décrit la bête et le faux prophète jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20 décrit Satan enchaîné pour 1000 ans. Et Apocalypse 21 décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le livre qui décrit la plus grande tribulation de l'histoire humaine est le même livre qui décrit la plus grande victoire. Ceux qui refusent la marque ne sont pas dépeints comme des victimes, ils sont dépeints comme des vainqueurs. Ce n'est pas une défaite que de refuser le système. C'est la décision la plus courageuse et la plus lourde de conséquences qu'un être humain puisse prendre. Regardez en arrière et percevez le dessein. Tout grand changement de système dans le monde est toujours venu déguisé en progrès. Babel offrait l'unité, l'Égypte offrait la stabilité, Babylone offrait l'ordre, Rome offrait la civilisation. Chaque empire a promis la sécurité en échange de la soumission. Chacun a dit que le sacrifice de la liberté était temporaire. Chacun a dit que ceux qui résistaient étaient le problème. Le modèle n'a pas changé. Seuls les outils ont changé. Là où Babel a utilisé des briques, le système actuel utilise des serveurs. Là où l'Égypte a utilisé des fouets, le système actuel utilise des algorithmes. Là où Nabucodonosor a érigé une statue d'or, le système actuel érige des plateformes numériques. Là où Rome a décrété que César était seigneur, le système actuel suggère que la technologie est le sauveur. La structure est identique. Centralisation, contrôle, dépendance. Et, à la fin, adoration du système qui fournit tout, ou l'exclusion totale de celui qui refuse d'adorer. Mais, et c'est le point qui change tout, le même Dieu qui a vu Babel, qui a ouvert la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, et qui a tiré 3 jeunes hommes d'une fournaise sans qu'un seul cheveu ne soit roussi,
est le même Dieu qui est vivant pendant que vous lisez ceci. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour générer la panique. Il a été écrit pour générer la préparation, pour que personne ne soit pris par surprise, pour que le choix, quand il viendra, soit fait avec les yeux ouverts et le cœur décidé. La marque de la bête a déjà un nom. Elle a une technologie, elle a une structure, elle a des défenseurs, et elle a un délai. Mais l'agneau a aussi un nom. Il a le pouvoir, il a la promesse, et il n'a pas de délai, car il est éternel. Le même livre qui décrit la marque décrit aussi le trône. Et sur ce trône ne se trouve pas la bête, ne se trouve aucun gouvernement, ne se trouve aucun algorithme. Sur ce trône se trouve l'agneau qui a été immolé et qui vit au siècle des siècles. Et devant ce trône, toute marque perd sa valeur, tout système se désagrège et tout genou fléchit. Apocalypse 1, verset 3 dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le temps est proche. La marque a un nouveau nom, mais l'agneau a le même pouvoir, et c'est cela qui décide de tout.